Sud Radio sur les routes de l'été, Laurence Perrault. Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous sur l'antenne de Sud Radio et à l'écoute de cette émission Les routes de l'été. Les routes de l'été, c'est jusqu'à midi pour la première heure, vous le savez. On vous emmène voyager au fil d'histoires, de témoignages très lourds, très sincères et de saveurs également de saison. On va commencer avec l'histoire bouleversante et pleine de courage d'une femme née sous X qui a passé plus d'un demi-siècle à chercher la trace de ses parents biologiques. Et puis ensuite, nous ferons un détour estival pour découvrir un lieu hors du commun où yourte, tipi et chalet se mélangent à la campagne pour une expérience de vacances insolite. Et puis on terminera cette première heure avec un passage à table, direction Castelnaudary, pour plonger dans l'ambiance conviviale et gourmande de la grande fête du cassoulet. Vous êtes bien sur Sud Radio, restez en notre compagnie. On commence tout de suite nos routes de l'été. Sur les routes de l'été, Sud Radio vous écoute. Et aujourd'hui, on plonge dans une histoire aussi poignante qu'inspirante. Elle s'appelle Catherine Paris, elle est notre invitée, elle est née sous X. Elle raconte son chemin de croix, on en parlera en détail. Elle a longtemps porté le nom qui n'était pas le sien. Catherine Paris est née sous X, retour sur son parcours, Théo Ampillac, semé d'embûches pour retrouver ses origines. Cathy a aujourd'hui 71 ans, mais c'est à 25 ans qu'elle apprend presque par hasard qu'elle est née sous X. Abandonnée à la naissance à cause de sa couleur de peau, elle a grandi dans une famille aimante sans jamais connaître ses origines. Commence alors un véritable chemin de croix, des doutes et surtout des douleurs sur son véritable passé. Dans les années 90, une piste s'ouvre enfin, un nom, une région. Après des recherches éreintantes, elle retrouve enfin la trace de sa mère biologique, Suzanne. Cette dernière accepte de la rencontrer, mais elle refuse de la considérer comme son enfant. Elle la rejette. Une blessure évidemment immense. Pour Cathy, l'effacement de ses racines reste une douleur vive. Comment construire son identité quand on ne sait même pas d'où l'on vient? Son combat relance une question essentielle. A-t-on le droit de savoir qui l'on est? On en parle tout de suite avec Catherine. Merci beaucoup Théo. Et puis vous êtes vous aussi peut-être concerné par ces réalités de vie. Manu vous attend au standard au 0826 300 300. Vous n'hésitez pas à nous appeler si vous aussi vous voulez témoigner sur être né sous X. Est-ce que vous aussi vous avez dû passer votre vie à chercher votre famille? Est-ce que vous avez réussi à la retrouver? Vous n'hésitez pas. Tout de suite, je vais accueillir Catherine Paris qui est avec nous. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors on va bien vous rapprocher du micro si vous le voulez bien. Voilà. Merci beaucoup. On aura également dans cette émission Maria-Pia Briffaut qui est présidente de l'association pour le droit aux origines des enfants nés sous X qui va nous rejoindre. Catherine, je voudrais déjà, sans flagornerie, vous remercier de la confiance que vous nous apportez et que vous nous accordez. Parce que parler de votre histoire, même si vous l'avez fait dans ce très beau livre que j'ai, Né sous X, où une autre couleur aurait pu tout changer aux éditions Baudelaire, c'est pas toujours évident. Est-ce que vous voulez me raconter comment tout a commencé? Comment tout a commencé? Ça a commencé quand je suis arrivée dans un tout petit village à Holt, dans la Somme. Et tout simplement, j'ai été accueillie. Tu es noire, tu es une négresse et tes parents sont pas tes parents. Donc je suis rentrée précipitamment à la maison. Vous aviez quel âge? J'avais 8 ans. Et je ne savais pas avant, parce que ça peut paraître étrange. Et après avoir travaillé là-dessus, j'ai compris que beaucoup d'enfants s'identifient à la personne qui les adopte. Donc, j'avais une maman blonde avec des yeux bleus. Moi, je me voyais pas différente. Et je faisais partie de la famille. Et à partir de ce moment-là, donc eux m'ont dit, mais t'inquiète pas, tu es notre enfant, etc. Mais c'était fini. C'était fini parce que j'étais différente, parce que d'un seul coup, je me suis rendu compte de qui j'étais. Et j'ai regardé les autres enfants, effectivement, on n'a rien en commun. Et puis ça a continué. Le petit village, il n'y a pas très longtemps, j'y suis retournée pour un salon d'ailleurs du livre. Et sur le grand mur, il y a toutes les photos. Et les photos de 40 ans des élèves. Et il y a une petite tache, c'est moi. La petite tache noire, c'est moi. Pourquoi vous utilisez le mot tache? Parce que je me suis toujours considérée comme ça. Parce que quand j'étais petite, on m'a dit, si tu n'avais pas été noire, tu aurais été aimée et ta mère t'aurait gardée. C'est pourquoi j'ai écrit justement une autre couleur aurait pu tout changer. Donc si vous voulez, à la fois j'étais née sous X et à la fois j'étais noire. Et je l'ai retrouvée tout au cours de ma vie. Même quand j'ai travaillé à Air France, j'ai travaillé sur Concorde, j'étais responsable, chef de cabine. La responsable qui a changé un jour m'a dit « Ah non, mais on veut pas de vous, il n'y a pas de chef de cabine noir sur Concorde. »
Là où j'habite en ce moment, j'habite dans le 16e. Je suis arrivée il y a 10 ans. On m'a dit, on ne veut pas de négresse chez vous, chez nous. J'ai été frappée. Je suis allée à l'hôpital. Je suis encore en procédure. Je suis chaque fois harcelée. Parfois, on m'empêche de rentrer. Et on m'a dit, mais les Noirs, elles vont au Bois de Boulogne à côté. Pardon ? Je suis désolée, c'est ce que je vis tout le temps. Je le vis au quotidien en ce moment. Encore aujourd'hui ? Mais bien sûr. Alors que j'avais l'impression que notre époque était plus... Absolument pas. Et je n'invente rien. Non, mais oui. Si je vous dis que j'habite sous les toits, il y a des fuites d'eau, etc. Et les propriétaires ont 80% de l'immeuble, ne veulent pas faire les travaux parce qu'ils veulent pas que j'habite là. Donc, ça fait 10 ans que j'ai avocat, tribunal, expert pour dire, faisons les travaux. Je demande pas un toit végétalisé, je demande pas un toit en or, je demande juste de pas avoir d'eau chez moi et de pas avoir de bassine dans ma cuisine. Et regardez-moi, je suis pas quelqu'un d'indigente aussi. Voilà. Non, vous êtes une personne, un être humain. Enfin, je veux dire... Voilà. Donc, pour vous dire, cette couleur, ça a été tout le temps. Et à Holt, j'avais pas d'amis. C'est-à-dire que personne ne m'a acceptée. Et donc, d'un seul coup, je me suis retrouvée enfermée dans mon monde à moi, enfermée dans cet enfant qui se disait, j'ai été abandonnée, j'ai pas été aimée, et en plus, ici, on ne m'aime pas. Cette histoire est, alors, ça va être compliqué je vais être ce que je suis de toujours, c'est-à-dire, voilà, l'être humain que je suis. C'est pas parce que j'ai un micro ou pas devant moi que ça va changer quoi que ce soit, mais vous commencez fort, Cathy Parry, cette différence de couleur, et vous le dites, votre livre, une autre couleur aurait pu tout changer. On est avec vous aussi pour parler de cette histoire de recherche de vos origines. Bien sûr. Je suis particulièrement choquée par ce que vous me dites de notre société encore aujourd'hui. Je vous crois. Malheureusement, les gens sont comme ça. Beaucoup de gens ne sont pas des gentils, et je comprends pas, alors qu'on est là pour vivre ensemble tous, et que ça irait beaucoup mieux, et que quelles que soient nos idées nos couleurs de peau, ça n'a rien à voir. Enfin, bref. Racontez-moi, Catherine Parry, on va accueillir, je me suis trompée, je m'en excuse. On aura Catherine Nogier, qui est généalogiste et génétique, qui sera avec nous aussi pour apporter aussi son savoir dans cette émission. J'ai fait appel à une généalogiste, justement, à un moment donné. C'est pour ça. Je voudrais qu'on revienne sur l'histoire. Voilà. Donc, vous vous rendez compte qu'à 8 ans, vous comprenez que vous êtes né sous X. Enfin, en tout cas, pas dans ces termes-là à ce moment-là, mais. Non, que je suis pas la fille de la famille, je pensais. À quel moment vous sentez le besoin tout à fait logique et humain d'aller à la recherche de vos origines? Moi, c'était tout de suite. C'est-à-dire que pour moi, c'était un choc. J'ai compris que déjà, je m'appelais pas Paris comme je m'appelais Dite Paris, D-I-T-E, Paris, comme on faisait dans le Moyen-Âge. Ou alors, je m'appelais Renée, parce que quand vous êtes né sous X, vous avez 3 prénoms. Donc, Catherine, Nicole, Renée. Catherine, parce que je devais naître le 25 novembre, c'était pas le cas, mais c'était comme ça. Comme je disais, heureusement que je suis pas née le jour de l'Assomption, comme en Afrique où on s'appelle Assomption, où on s'appelle quelque chose. Mais bon, et voilà. Nicole, c'était le prénom de cette future marraine qui était l'amie de ma mère biologique. Et puis Renée, j'ai jamais su si c'était l'amant de l'une ou l'amant de l'autre, parce que c'était le cas. Et j'ai cherché, donc je m'appelais Renée ou Dite Paris, et j'ai fouillé dans les placards de mes parents. Et j'ai cherché des traces, une trace de savoir d'où je venais. J'ai déchiré les photos. Il y avait des photos de moi. Je déchirais tout en me disant, s'il n'y a plus de photos, si je meurs, ils oublieront que j'existe. À ce point-là. Mais moi, je voulais pas vivre. Je n'en voulais pas. Toute petite, j'en voulais pas à ma mère de m'avoir mise au monde, parce que pour moi, on n'est pas mère si on a un enfant. On devient mère parce que par avec le cœur, mais on peut avoir un enfant et puis pas être mère. Ça, je le comprends très bien. Mais simplement, je lui en voulais de m'avoir mis au monde. Je voulais pas vivre. Donc j'étais terrible. Je rejetais tout. Je me sentais à l'écart. Chaque fois, même la nourriture, je regardais si quelqu'un avait dans l'assiette quelque chose, je me disais, parce que moi j'étais toujours en train de comparer, j'étais à l'écart et j'étais pas gentille. Vous avez été fracassée, quoi. Le jour où on vous a dit ça, quand vous aviez 8 ans, que vous avez découvert que vous n'étiez pas la fille de vos parents adoptifs, quel fracas psychologique. On va avancer. Oui, bien sûr. Excusez-moi, non, Catherine. Bien sûr, oui. Parce qu'effectivement, on pourrait passer des heures et des heures à vous écouter. Oui. Cette recherche des origines a commencé par les photos. Et après, à quel moment vous avez pris des contacts avec parce que vous étiez dans un orphelinat, on vous avez posé dans un orphelinat bébé et on est venu vous chercher très vite. Non, la particularité que je suis née sous X. Mais elle est repartie avec moi sous le bras, ce qui se fait jamais. Si vous avez un enfant, vous le laissez sous X, il va être adopté. À la maternité. Absolument. Et elle m'a déposée chez cette nourrice, donc je suis restée. Et elle a payé la pension. Elle était étudiante, elle était à Fénelon à l'époque.
Et à un moment donné, le médecin des assistantes maternelles est passé et elle lui a dit, docteur, à l'époque, elle était jaune, elle était verte quand elle est née, parce que comme tous les bébés qu'on est couleur. Et elle lui dit, maintenant, va-t-elle garder une couleur? Et il lui a dit, écoutez, vous m'avez dit que le père était très clair, parce qu'effectivement, mon père était plus clair que moi. Mais oui, alors elle gardera cette couleur qu'elle a maintenant. Elle leur a dit, si cette couleur-là, j'en veux pas. Donc, mettez-la à l'assistance publique. Et c'était fini. Donc, c'est comme ça que ça a commencé ma vie, que j'ai appris ça. Et moi, toute petite, on me disait toujours, si t'avais pas été noire, tu n'aurais pas été abandonnée. Et si la famille de ton père savait que tu existes, il t'aurait aimé. Donc j'ai vécu avec ça. Ok. On va accueillir Catherine Noger qui est avec nous, généalogiste génétique. Bonjour Catherine. Bonjour. Merci d'être avec nous. Aussi, je veux vous accueillir parce que Catherine est en train de raconter son histoire. L'histoire de Catherine, à quel moment vous avez fait vos études, vos recherches, Catherine Paris, généalogiques, pour retrouver vos origines, votre lien familial? Alors, ça, c'était il y a pas si longtemps que ça, c'est dans les années 2010. C'était pour retrouver la couleur. Parce que j'ai retrouvé ma mère biologique, j'avais 36 ans. Et elle était à Paris, donc j'ai réussi à la rencontrer, mais elle était d'Ardèche, donc pas du tout. Et moi, je voulais à tout prix savoir, puisque ça me posait problème dans ma vie et pour les autres, savoir d'où était mon origine. Et là, j'ai fait appel à une généalogiste, effectivement. Comment vous travaillez, Catherine Noger, vous qui êtes généalogiste génétique, pour les recherches telles que celles que Catherine Paris, notre invitée, a menées, qui est née sous X et qui a retrouvé ses parents biologiques et son histoire? Alors, moi, comme vous l'avez souligné, je suis généalogiste génétique, c'est-à-dire que je suis spécialisée dans l'accompagnement des personnes en recherche de leurs origines et plus particulièrement en utilisant les nouvelles technologies et notamment l'ADN qui permet maintenant quand même d'ouvrir de nouveaux champs des possibles et d'aller au-delà justement des lacunes en termes de sources, d'histoire, etc. Donc, c'est vrai que là, l'histoire de Cathy est bouleversante. Effectivement, elle est quand même assez emblématique de ce qu'on peut trouver, à savoir se heurter à un mur, avoir une véritable recherche identitaire, avoir un besoin effectivement de connaître une histoire, des antécédents médicaux et de se raccrocher. Et c'est vrai qu'on a la chance maintenant, depuis quelques années, avec les progrès de la technologie, de pouvoir utiliser l'ADN, qui est vraiment un gros levier et qui vraiment est une aide fondamentale. Donc moi, c'est beaucoup là-dessus que je me base, bien sûr, en complément de toutes les recherches qu'a fait Cathy. On commence toujours de toute façon par des recherches à partir des sources, peut-être interroger des personnes qui ont pu savoir, des documents, mais très vite, on se rend compte que ces sources-là atteignent leurs limites et c'est pour ça qu'on fait appel à l'ADN. Et combien de temps ça prend, la recherche ? Alors, c'est très variable, en fait, selon les dossiers. Ça m'arrive là, ça m'est arrivé récemment un mois et demi de trouver effectivement un ou deux parents biologiques. D'autres recherches peuvent prendre des mois, voire des années. Ça a pris des années pour vous. À 36 ans, vous retrouvez votre maman comment ? Alors j'avais Catherine Paris. J'avais un nom parce qu'elle avait quand mon père, donc j'appelle papa, donc voilà, rapprochez-vous du micro, Catherine. Donc j'ai bien sûr pas été adoptée. Et quand il est décédé, on a trouvé des documents et il y avait une lettre signée de Suzanne qui disait je renonce, mettez Catherine à l'assistance publique, etc. Il y avait un nom. Et j'ai cherché dans toute l'Ardèche et j'ai trouvé quelqu'un qui m'a dit Suzanne, oui, dans l'Île-de-France, etc. Elle est mariée parce que moi j'étais abandonnée. Je suis née en novembre, j'étais abandonnée au mois de mai et elle s'est mariée au mois de septembre. Abandonnée, elle vous a gardé 6 mois pratiquement ? Non, chez la nourrice, oui, chez la nourrice, oui, okay. Chez la nourrice. Ouais. Et officiellement, parce que avant, et elle s'est mariée, elle est partie en Iran. Donc c'était compliqué de suivre, etc. Et j'ai retrouvé l'adresse et d'un seul coup, quelqu'un de l'Ardèche m'a dit oui, j'ai des relations avec elle. Elle est dans la région parisienne. Et j'ai prospecté, je vais aller très court, et j'ai retrouvé rue Lagrange, donc près de Notre-Dame, une pharmacie, etc. Et j'ai demandé à une amie.
Et je me suis présentée à la pharmacie quand j'avais 35 ans. Et là, c'était votre maman. Vous nous raconterez cette rencontre dans quelques instants sur Sud Radio. Sud Radio vous écoute. C'est notre rendez-vous ce matin de 11h à 11h30. Vous restez en notre compagnie, peut-être même un petit peu plus, pour raconter et pour surtout écouter l'histoire de Catherine Paris, qui est notre invitée, née sous X et qui a écrit ce livre aux éditions Baudelaire, Née sous X, où une autre couleur aurait pu tout changer. Restez en notre compagnie. Vous pouvez aussi nous appeler si vous voulez témoigner. 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sur les routes de l'été, Sud Radio vous écoute. Né sous X, ni adopté, ni pupille de l'État, le récit d'un parcours intense, d'un long chemin chaotique parsemé d'embûches, de souffrances, dont la seule clé est un prénom, sans aucune indication de pays, de continent. Né sous X, où une autre couleur aurait pu tout changer, c'est le livre qu'a commis Cathy Paris, notre invitée aujourd'hui aux éditions Baudelaire. Nous sommes aussi en compagnie de notre second invité, Catherine Nogier, généalogiste génétique, sur ces problématiques de retrouver ses origines, sa famille. Catherine, juste avant la pause, on en était resté à ce moment de votre histoire où vous allez revoir votre mère biologique. Pour la première fois, vous avez 35 ans, 36. Vous rentrez dans cette pharmacie dans laquelle elle travaille. Que se passe-t-il ? J'étais enceinte déjà, donc c'était un moment émouvant pour moi. Et j'arrive, je fais la queue derrière les personnes qui avaient leurs ordonnances. Et quand j'ai vu cette dame, pour moi, c'était une évidence, c'était ma mère. Je n'avais pas de photo, je ne savais pas à quoi elle ressemblait, mais c'était elle. Et je m'approche, elle me dit, et je lui dis, je suis la filleule de Nicole, sa meilleure amie, parce que c'est ma marraine. Et là, elle m'a fait un grand sourire. Et je me suis dit, le sourire, il n'est pas pour moi. Parce que Nicole a 2 filleuls, et je dis non, je suis pas Karine, je suis Catherine. Et là, le visage s'est fermé, elle a pris un post-it, elle a écrit un nom, elle m'a dit, appelez mon avocat. Au suivant, et c'était fini. C'était notre première rencontre. Mais la chose la plus épouvantable, c'est quand je suis sortie, je me suis dit, quand j'ai dit le prénom Nicole, elle m'a dit, Nicole, tiens, je l'ai pas vue cette semaine, normalement on prend le thé toutes les semaines. Et là, je me suis rendu compte que cette marraine, à qui toute ma vie j'avais dit je voudrais savoir d'où je viens, connaissait et la voyait tout le temps. Donc cette personne voyait ma mère toutes les semaines. Et jamais m'avait rien dit. Et je suis ressortie de là, et ça a été un combat de plusieurs années, parce qu'elle n'a jamais voulu céder. Elle n'a jamais voulu me dire qui était mon père, même l'origine. Et sa meilleure amie, donc Nicole, ma marraine, me disait il est portoricain, il est marocain, il est algérien, il est brésilien, etc. Et moi, bêtement, je cherchais partout. J'écrivais dans toutes les orphelinats, les endroits où pensais qu'il pouvait avoir habité. Après, enfin, au bout d'un moment, parce que j'ai fait un chantage, je lui ai dit, mais si je vais demander au tribunal d'être reconnue. Et là, elle m'a donné un petit peu plus de données. J'avais juste un prénom, il s'appelait Denis. Et Denis, sur 7 milliards d'habitants, c'est un peu léger. Et il avait fait une école dentaire. Donc avec une généalogiste, justement, nous sommes allés faire toutes les écoles dentaires que l'on peut imaginer, regardant les petits cartons pour regarder les photos. Moi, je cherchais une couleur et je cherchais un prénom Denis. Et je n'ai jamais trouvé. Et j'ai commencé à faire des tests donc ADN en 2015, donc c'est quand même assez récent, en Suisse, parce que c'est interdit en France. Et puis après, ça n'a rien donné, à part le fait qu'on me disait que j'étais africaine. Et d'un seul coup, je me suis dit, mais africaine, moi j'ai rien d'africain, j'ai pas été élevée comme une africaine. Bêtement, je commençais à me dire, j'étais complètement perturbée, je devrais réagir. Mais quand on sait pas ses origines, on a envie de s'associer à un pays, à une religion, à quelque chose, on a envie d'appartenir. D'avoir un repère. Avoir un repère. Moi, j'en avais pas du tout, comme tous les enfants nés sous X. Et puis j'ai fait des tests après, dans une banque de données américaine, chez les Mormons. Et là, j'ai réussi à avoir des matchs avec. Mais pour parler de la généalogie et des tests ADN, ma demi-sœur qui a fait un test avec moi pour m'aider, nous avons 2500 centimorganes, qui est la base des données, l'unité de données des tests ADN, en commun. Les premiers tests que j'ai eus, les premiers matchs, c'était 50. 50, ça veut dire que vous avez des X générations entre nous. Et trouver à partir de là, c'est impossible. J'ai fait appel à des chercheurs. Comme Catherine Nogier qui est avec nous. Peut-être pas elle pratiquement. Aux États-Unis. Oui.
Catherine, vous êtes avec nous. Merci de votre patience, mais c'est vrai que l'histoire de Catherine Paris est tellement incroyable. Vous êtes généalogiste génétique. Voilà, vous voyez bien dans le parcours de Catherine Paris sur la recherche, ses recherches d'ADN, etc. C'est ce que vous faites aussi régulièrement. Pourquoi on n'a pas pu, c'est bête ma question, mais je vais aller au bout, trouver plus facilement par rapport à la recherche d'ADN qu'a fait Catherine en Suisse? Qu'est-ce qui est compliqué? Alors, en fait, ce qui est compliqué, c'est que quand vous faites un test ADN, votre ADN, comme l'a dit Catherine, est comparé à des milliers d'autres personnes qui elles-mêmes ont fait un test ADN dans ce même laboratoire. Et en fait, on vous donne une liste de personnes qui partagent de l'ADN avec vous, donc des cousins génétiques plus ou moins éloignés, ainsi que le pourcentage d'ADN que vous partagez avec ces cousins génétiques. Donc si vous avez beaucoup de chance, vous tombez sur quelqu'un de proche, donc un cousin germain, un cousin issu de germain. Mais si, comme Catherine, vous n'avez pas beaucoup de chance parce que il se trouve que soit vous appartenez à une famille où il y a peu de descendants, ou alors que les personnes n'ont pas fait de test ADN, vous vous retrouvez avec des correspondances ADN, des cousins ADN à la 6e, 7e, 8e génération. Et là, c'est beaucoup plus compliqué parce que ça implique derrière de faire des recherches, des arbres généalogiques, etc. en fait. Voilà. Donc chaque cas est un cas particulier. C'est vrai que 50 centimes-organes, ça fait à peu près, 0,6% d'ADN. C'est peu. Parfois on trouve, parce qu'il se trouve que la configuration fait qu'on a plusieurs personnes qui se croisent entre elles, etc. Mais c'est vrai que là, Catherine, elle n'était pas dans un cas favorable en fait. Oui, Catherine Paris. Si je puis me permettre, moi j'ai animé un débat il n'y a pas très longtemps. J'ai eu l'honneur et la gentillesse d'un organisateur du salon AE pour un débat sur les naissances sous X. Et il y avait à peu près 50 personnes, donc c'était un débat émouvant, etc. C'était fantastique. Et je leur ai dit à un moment donné, jouons le jeu. Moi, j'ai fait un test ADN. Je sais que quelqu'un parmi 50 personnes fait partie de ma famille. Qui parmi vous a fait un test ADN? Personne. C'est ça le problème en France. Et du coup, on n'a pas de bibliothèque ou de banque qui est faite. Ce que les Mormons font aux États-Unis, d'ailleurs. Mais ils le font parce que c'est les États-Unis, parce qu'ils sont tous issus d'immigration de ces personnes qui sont venues habiter aux États-Unis. En France, qui fait un test d'ADN naturellement? On va accueillir Victor qui a composé 0826 300 300. Restez avec nous. Bonjour Victor. Bonjour. Vous êtes né en Côte d'Ivoire et vous avez été adopté. Tiens, d'ailleurs, première question, est-ce que vous avez fait un test ADN? Alors non, j'ai jamais fait de test ADN. Est-ce que ça vaudrait le coup d'en faire un? Après, moi, contrairement à certaines personnes, je suis pas dans la recherche en fait de mes géniteurs, donc j'en verrai pas vraiment l'utilité. Vous êtes né en Côte d'Ivoire et vous avez grandi en Ariège, me dit Manu, au Standard qui vous a accueilli. C'est exactement ça, oui. Racontez-moi votre histoire. Alors mon histoire, je suis né en Côte d'Ivoire en 1996, à Bouaké plus précisément. La police m'a retrouvé à mon enfance étant abandonné dans un marché. Ensuite, j'ai été rapatrié dans un orphelinat à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Et ensuite, le rêve de mes parents, c'était d'adopter. Et les démarches, c'était très très longue et compliqué à l'époque, toujours maintenant. Et à l'âge de mes 3 ans exactement, j'ai pu quitter mon orphelinat pour vivre dans le sud de la France. Vous avez quel âge là? Vous êtes en 96, vous avez 29 ans là? Ouais, 29 ans. 29 ans. Je vais vous poser une question directe et ne m'en voulez pas et n'y voyez strictement pas de mal. Vous êtes né en Côte d'Ivoire, vous êtes donc comme Cathy, vous êtes de couleur, un homme de couleur? Noir. Est-ce que cela vous a impacté, comme dans l'histoire de Cathy, qui le dit dans son livre, né sous X ou une autre couleur aurait pu tout changer et qui a souffert de cette différence, même encore aujourd'hui? Alors voilà, je sais que chaque sujet est différent, mais j'ai eu la chance en fait de avoir eu aucun problème à ce niveau-là, racial ou bien d'exclusion par rapport à ma couleur de peau, et donc je saurais pas trop comment répondre à cette question. Mais en tout cas, vous n'avez pas souffert comme Cathy. Non. Et vous disiez que vous n'étiez pas en recherche de vos origines. Alors voilà, moi ce que je me dis en fait, c'est que voilà, la raison pour laquelle j'ai été abandonné, pour relativiser, c'est que c'est des parents qui n'auraient sûrement pas pu en fait m'éduquer, m'élever, et en parallèle, voilà, j'ai des parents qui m'ont adopté, qui m'ont offert tout l'amour dont un enfant peut avoir, et donc je suis curieux quand même j'aurais été curieux de savoir, mais j'en ai pas le besoin non plus.
Pour l'instant. En tout cas, ça peut vous arriver. Du moins pour l'instant. Voilà, Cathy est en studio avec moi, Catherine Paris, qui est notre invitée, qui se livre à l'antenne de Sud Radio dans Sud Radio vous écoute, hocher de la tête. Vous pensez, Cathy, qu'à un moment ou un autre, Victor va ressentir ce besoin? Les personnes que j'ai rencontrées très souvent, quand leurs parents adoptifs ne sont plus là, ou quand ils ont une autre vie, recherchent. Moi, je sais pas combien de personnes m'ont dit ça dans les différentes rencontres. Et j'ai rencontré une dame de 90 ans qui me disait, moi, je crève de ne pas savoir qui je suis. Je ne veux pas mourir avant de savoir qui je suis. Et sa petite fille disait, mais moi je vais t'aider pour les tests ADN. Il faut savoir que les tests ADN, c'est à peu près 1% de chance. Parce que, voilà. Je remercie beaucoup, Victor, d'être venu en toute confiance vous raconter sur l'antenne de Sud Radio. Sud Radio vous écoute dans le cadre des routes de l'été. On va malheureusement bientôt arriver à la fin de notre rendez-vous. Cathy, je voudrais savoir où on en est aujourd'hui. Vous avez retrouvé qui? Vous savez... vous avez retrouvé votre maman, mais vous me disiez hors antenne, j'ai même retrouvé mes oncles et tantes. Oui, parce que j'ai fait donc après tout un parcours long. On va passer de généalogie. Je me suis même retrouvée un jour à Porto Rico, dans les rues, à chercher un dentiste qui s'appellerait Denis, etc. J'ai absolument tout fait. Et à un moment donné, j'ai retrouvé par des archives et puis la mairie. Test ADN. Je suis allée aussi à Londres. J'ai trouvé quelqu'un qui m'a aidé beaucoup. Et porte de Bagnolet, des bâtiments. Je faisais tous les immeubles où mon père biologique, j'avais son nom, avait habité. Il était décédé. Et à un moment donné, je suis rentrée dans un immeuble et j'ai rencontré la gardienne qui m'a dit oui, je l'ai connue. Et non seulement je l'ai connue, mais sa fille habite ici. Oh. Et votre demi-sœur. Exactement. Et je lui ai dit, mais elle me dit non, déontologiquement, je peux pas lui parler, je peux pas l'appeler. Et moi, je suis restée à l'africaine pendant 2 heures, assise à côté, parce que j'ai travaillé en Afrique. Mon premier travail était à Abidjan, justement. J'étais aimée quand il parlait de Bouaké, etc., parce que j'ai travaillé à Bouaké. Et à un moment donné, 2 heures après, elle me dit, bon, je vais essayer. Et cette dame, elle est descendue, toute blonde, bleue, rien à voir avec moi. Et quand elle est arrivée, elle a commencé à me dire, non, mais vous pensez que c'était pour les origines financières, etc. J'ai dit, non, pas du tout. Et j'ai essayé de lui poser des questions. J'étais pire que la Gestapo, parce que je voulais tout savoir sur mon père, sur ce qu'il était, etc. Et puis, elle était mal à l'aise et elle voulait partir. Et à un moment donné, je lui ai dit, mais dites-moi, est-ce que je ressemble à quelqu'un, à mon père? Et là, elle m'a regardée, elle s'est mise à pleurer, elle m'a dit, oui, vous avez le même visage, vous avez les mêmes yeux, le même sourire. Et elle est partie. Et je l'ai vue une fois et c'était fini. Parce que moi, j'ai pas eu de famille. Je veux dire, même quand j'étais dans la famille qui m'a aimée, j'étais la fille qu'on élève. J'ai jamais été la fille, la petite fille, la nièce, etc. On va devoir se quitter, oui, et ça me déchire le cœur parce qu'on a tellement... Votre histoire est bouleversante, on la retrouve intégralement dans ce livre Né sous X, où une autre couleur aurait pu tout changer. J'ai une dernière question à vous poser, Cathy Paris. Comment allez-vous aujourd'hui ? Alors moi, je pense que j'ai assuré ma vie. J'ai toujours été en mode survie. Est-ce que j'ai réussi ma vie ? Je ne sais pas. Mais j'assure et puis je suis positive. Et surtout, je voudrais me battre pour qu'il n'y ait plus de petits bouts de chou comme moi qui vivent ça. Parce que si la loi bioéthique dit on peut connaître maintenant son donneur, pourquoi nous restons sur le trottoir des oubliés, sans certificat de traçabilité, sans rien ? C'est pas juste. La France est le seul pays maintenant, actuellement, qui n'autorise pas le droit à ses origines. Donc vous vous battez pour... oui, et j'aimerais vraiment que ce soit... tout le monde m'aide. Voilà. Eh ben, écoutez, voilà, l'appel est lancé. Où est-ce qu'on peut vous joindre pour vous aider ? J'ai un Facebook, oui, bien sûr. Cathy Paris, oui, Catherine Paris, qui est sur le... Et je montre le livre. Voilà. Le livre, n'hésitez pas déjà à acheter ce livre et puis cherchez à rejoindre Cathy par sa page Facebook PA2RY. Merci beaucoup. Merci infiniment Laurence. Merci beaucoup de m'avoir reçu. En tout cas, le micro de Sud Radio vous sera toujours ouvert, Cathy. Merci. À suivre, on va retrouver les routes de l'été dans quelques instants. Et puis, moi, je vous propose un joli détour de vacances avant de nous arrêter déjeuner auprès d'un cassoulet. Oh, la transition, elle est un peu raide là. Sur les routes de l'été,
Laurence Perrault. Et merci d'être avec nous pour écouter ces routes de l'été qui vont juste avant midi, aux alentours de 11h45, nous permettre de pouvoir nous arrêter à Castelnaudary. Oui, pourquoi Castelnaudary? Parce que c'est la fête du cassoulet, ça commence aujourd'hui. Alors évidemment, on parlera de cette fête, mais on parlera surtout du cassoulet. On va pas exagérer non plus. Ça reste un plat en plus aujourd'hui, comme il fait pas très beau, c'est top pour en manger. Et puis ça se mange comme le bonheur, il n'y a pas d'heure pour le cassoulet. Mais tout de suite, je vous propose un joli détour de vacances. Un détour de vacances appelé au bonheur nomade. Sur les routes de l'été, détour de vacances. Et si vos vacances prenaient des airs de voyage sans quitter la Normandie? Colin, mon jeune assistant, a dégoté au bonheur nomade. Des yourtes mongols, des tipis indiens, des chalets insolites. C'est niché sur une ancienne ferme fleurie. Et c'est Lily et Michel, qui sont ex-éleveurs, qui ont reconverti leur exploitation en havre de paix, éco-responsable et charmant. On en parle tout de suite avec Paulin Huguet, qui est un membre de l'équipe de direction d'Au Bonheur Nomade. Bonjour Paulin. Bonjour. Oh, comment ça va? Bonjour, Vous avez de rien. Bonjour. Bonjour la Normandie. Bonjour. Effectivement. J'aimerais qu'on commence un petit peu à parler de bonheur nomade. Tout a commencé avec Lily et Michel, anciens éleveurs de chèvres qui en 2000 ont arrêté leur exploitation agricole. Racontez-nous. Exactement, c'est ça. Avec les normes européennes, mes parents ont arrêté donc leur exploitation et ils avaient des chèvres et ils vendaient leur fromage sur les marchés. Et puis après, ils ont eu envie de créer un camping près de Caen. Et nous, on a bloqué. On a vécu dans cette maison, dans cette ferme, et on n'a pas voulu la quitter en fait, parce que s'ils ouvraient un camping près de Caen, il fallait fermer et vendre la maison. La maison donc, qui est située... l'idée est venue de faire le camping. Oui, à Livry. De faire le camping chez nous directement. D'accord. Exactement. Voilà. C'est à une trentaine de kilomètres de Caen. C'est Livry. Alors on est dans quel sens? Parce que exactement. Ça a été regroupé avec Caumont-sur-Orge maintenant. D'accord. C'est vers Saint-Lô. Vers Saint-Lô. Ouais, très bien, très bien. Du coup, vous avez réussi avec vos parents ensemble à créer ce camping, on va dire, mais pas comme les autres. Tout à fait, oui. Il y a une éthique éco-responsable, naturelle. C'est eux qui ont tout créé. C'est pas un achat sur place où on vient livrer un bungalow et hop, on est entassés les uns sur les autres. Non. Pas du tout. C'est mon papa et ma maman qui ont vraiment tout construit de A à Z. Ils ont récupéré à droite à gauche d'anciens yourtes, d'anciens exactement hébergements pour les refaire à neuf et les mettre. On va dire spécifiquement que pour chez nous en fait. Ouais, on est vraiment sur d'hébergement insolite, parce que je parlais de balades alors qu'on restait en Normandie. On est quand même sur le département du Calvados, si on est à 30 km de Caen, ou on est parti de l'autre côté? Comment? Est-ce qu'on est toujours sur le département du Calvados ou on est passé de l'autre côté? Tout à fait. On est toujours sur le On Calvados. est très proche de la Manche, oui, effectivement. D'accord. On est à une quinzaine de kilomètres de la Manche, mais on est toujours dans le Calvados. Pourquoi ont-ils choisi des yourtes mongols, des tipis, des tentes marocaines, des chalets particuliers? Pourquoi c'était cet angle-là qui a été pris? L'originalité. Oui. Mes parents déjà sont originaux, clairement, et pas faire comme les autres. On n'est pas dans un endroit très convoité de la côte. On a une trentaine de minutes de la côte, mais on n'est pas sur les offices de tourisme de la côte. Donc, si on n'a pas quelque chose d'original, on sera inconnu, clairement. Donc, ils sont partis sur l'aspect nomade. Eux aiment voyager. On est parti au Maroc plusieurs fois. Enfin. La partie nomade les intéresse vraiment énormément. Et par exemple, on est parti en famille avec un camion et une remorque et on est parti chercher une tente Kaïdal marocaine. C'est la tente de réception classique des mariages au Maroc et des cérémonies. Et on en a ramené 3 qu'on a fait construire là-bas avec les petites mains qui ont tout cousu et on les a ramenés ici pour loger les gens et faire des cérémonies sur place. Maintenant, on ne fait plus de cérémonies, mais on a toujours ces tentes. Ça c'est cool parce que je les vois, moi je suis sur internet donc je suis en train de jeter un œil, enfin je l'avais fait avant mais c'est un vrai bonheur de les voir. On est sur un domaine en plus arboré de 2 hectares à peu près? Exactement, ouais. Ça fait sur 16 hébergements qu'on a au total, si on additionne tous les 2 hectares, ça fait plus de 1100 mètres carrés de terrain par hébergement. Alors, il y en a qui sont à 15 mètres l'un de l'autre, mais c'est le minimum. Mais sinon, ça fait beaucoup d'espace. On est loin des campings du bord de plage où il y a 3000 personnes et ça fait 3000 mètres carrés, quoi. Et on a d'ailleurs un hébergement, la plus grande, c'est 95 mètres carrés. On peut être 10 au moins. Exactement, on en a 2. Waouh! Ça, c'est quoi? C'est la yourte ou c'est une tente marocaine qui fait 95 mètres carrés? C'est 2 yourtes. C'est 2 yourtes. 2 yourtes. Les deux tentes marocaines qu'on avait faisaient 10 mètres par 5 mètres, donc 50 mètres carrés, qu'on utilisait en réception. Maintenant, on a arrêté ça et on a une
plus petite, toujours rectangle mais un peu plus petite, qui fait 35 mètres carrés, qu'on loue pour les clients s'ils veulent dormir. Mais les tentes de réception, maintenant on l'utilise pour le toit de la partie couvert des parties communes, parce qu'on a des parties communes, et donc on a le toit en partie avec l'intérieur de la toile, qui est super joli, c'est une toile dorée, rouge, vert, avec plein de fils dorés, c'est très joli. Et on l'utilise maintenant comme décoration au final. D'accord. Moi je voudrais, évidemment, il y a les hébergements qui sont insolites à cet endroit, mais il y a aussi un peu une philosophie là-bas, c'est pas que des hébergements insolites, on a aussi une philosophie, vous misez beaucoup sur tout ce qui est écologie, récupération, est-ce que vous pouvez aussi m'en dire un peu plus ? Tout à fait. Bien sûr, il y a les tris des différents déchets, etc. On récupère beaucoup à droite à gauche et refaçonne les choses pour les réutiliser. Et bien sûr, on a par exemple un bassin naturel. Ce bassin naturel, mes parents voulaient que les gens restent plus longtemps. Comment trouver un moyen pour que les gens restent plus longtemps ? Parce qu'une yourte, c'est original, on vient essayer une nuit, puis on revient plus tard, plus longtemps, mais on vient essayer qu'une seule nuit. Donc comment faire en sorte que les gens restent plus longtemps ? Mes parents ont pensé à une piscine, on dit non, c'est pas possible par rapport à votre éthique, tout ça, ce que vous faites, c'est inconcevable, c'est anti-écologique. Et du coup, ils ont dit d'accord, on va construire une piscine écologique, un bassin naturel. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est un peu le principe faut voir ça comme le principe que l'eau n'est pas traitée avec des produits chimiques ou phytosanitaires. Il n'y a pas de sel, pas de chlore, pas de brome. L'eau, elle est entre guillemets vivante, toujours en mouvement. Elle est envoyée dans un système de filtration à sable. Elle passe devant une lumière UVC qui explose les membranes des cellules. Elle sort à l'air libre dans le premier bassin où il y a des plantes, pas de terre, uniquement de la roche volcanique, et c'est de la pouzzolane. Cette roche, elle a une structure alvéolaire, elle permet de filtrer l'eau. Les déchets organiques restent piégés dans cette multitude de cavités. Oui. Et les plantes, elles viennent puiser ces nutriments dont elles ont besoin. Ouais, c'est vraiment bien. On sent qu'il y a toute une philosophie et une psychologie qui est vraiment, une philosophie qui est très très belle. On va devoir se quitter, Paulin, mais c'est un joli moment et merci à Colin de vous avoir découvert. On peut vous retrouver sur bonheur-nomade.com. Il y a beaucoup de choses à faire en plus dans la région. Et on n'a pas besoin d'être en bord de mer pour passer de très très belles vacances. Au contraire, n'hésitez pas à aller au Bonheur Nomade. C'est vraiment facile à trouver. Merci d'avoir été avec nous, Paulin. C'est sur place. Exactement. Surtout qu'en général, les gens restent sur place énormément, ils demandent ce qu'il y a à faire autour de chez nous, et en fait les gens ils restent plutôt sur place parce qu'ils s'y sentent bien, les enfants s'occupent entre eux, il y a plein d'activités pour eux sur place, c'est cool. Et puis du coup les parents se retrouvent et se ressourcent entre eux. C'est top, et c'est sur la jolie commune de Caumont, C-A-U-M-O-N-T, sur Or A-U-R-E. Merci beaucoup Paulin, et quant à nous on va quitter la Normandie et je vous emmène dans quelques instants plein sud, on va à Castelnaudary. Et tout de suite nous allons filer du côté de Castelnaudary où nous allons retrouver Stéphane Bergeroux, qui est coprésident de la Fête du Cassoulet, puisque ça y est, cette Fête du Cassoulet démarre aujourd'hui et ce jusqu'au 24 août. Bonjour Stéphane Bergeroux. Bonjour. On va mettre un plat mythique à l'honneur et ce festival tout aussi emblématique qu'est la Fête du Cassoulet à Castelnaudary. La capitale mondiale du cassoulet, c'est vraiment un théâtre populaire. Il y a des marchés gourmands, il y a des concerts gratuits, des défilés, des animations. On va commencer par parler de cette grande fête et puis ensuite on accueillera, puisque je sais qu'il est à vos côtés, Gérard, un conserveur, un fabricant de cassoulet. Comme ça, on aura un petit peu l'eau à la bouche dans quelques instants. Racontez-nous la Fête du Cassoulet, Stéphane, déjà. Pourquoi, comment ? La Fête du Cassoulet, c'est une fête qui fête aujourd'hui ses 24 ans de fête à Castelnaudary. Voilà, ça a débuté par la fête du haricot et puis ça s'est transformé au fur et à mesure des années jusqu'à aujourd'hui. Voilà, avec une fête qui démarre le mercredi par petite mise en bouche, par une course, le repas des officiers commerçants. Et après, on déroule là du jeudi au dimanche en passant tous les soirs avec des repas cassoulet, tous les soirs de la musique, des orchestres. Et le dimanche, le corso qui clôture ces 5 jours de fête. Pourquoi on dit de Castelnaudary que c'est la capitale du cassoulet ? Parce que nos amis toulousains ou autres, ils doivent être un petit peu énervés, non ? Ah non, mais là, si vous voulez, Castelnaudary, on est vraiment la capitale mondiale du cassoulet. Voilà, le cassoulet est né à Castelnaudary. Après, voilà, bon, dans le département, tout le monde a voulu un petit peu copier le cassoulet de Castelnaudary, mais voilà, la naissance du cassoulet, le vrai cassoulet, est à Castelnaudary, et la recette qui est bien gardée aussi par le grand maître de la confrérie du cassoulet. Voilà, donc
c'est comme ça, et puis personne peut détrôner notre position. Mais non, mais en plus, Stéphane, vous savez bien que je vous taquine. C'est quoi l'histoire du cassoulet, d'ailleurs, sa création? La création, Gérard. Alors, Stéphane, est-ce que vous avez un problème? On a un petit souci de téléphone avec la qualité de votre téléphone. Il faudrait lever la main pour... non, je vais faire antenne, non, mais ne bougez pas trop, peut-être, et restez bien votre bouche à côté du téléphone. Tout à fait, d'accord. On va demander donc l'origine du cassoulet à Gérard, qui est votre ami, qui est conserveur, qui est à vos côtés, qui est fabricant de cassoulet. Bonjour Gérard. Oui, bonjour. Alors, l'origine du cassoulet. Alors, la légende, je vais vous donner la légende, c'est quand même plus joli. La légende, c'était à l'époque, on a dit qu'on a été assiégé par les Anglais, et donc pour rebooter les Anglais en dehors de Castelnaudary, les habitants de Castelnaudary, aux alentours de Castelnaudary, avaient réuni quelques victuailles, et donc à l'époque, on cultivait le haricot dans le coin, on avait aussi des cochons, et donc ils avaient réuni tout ça pour faire effectivement un cassoulet, une espèce de cassoulet, ou un ancêtre du cassoulet, on va dire, et ils avaient rebooté les Anglais en dehors du Lauragais. Voilà, donc ça c'est la légende. Après, effectivement, on voit les premiers écrits qui arrivent dans les prospères montagniers aux alentours du 19e siècle. Voilà. D'accord. Bah tiens, Stéphane, restez avec nous, hein, vous qui êtes à nos côtés. Pardon, Gérard. Gérard, restez avec nous. Vous qui êtes aux côtés de Stéphane. Voilà, je vais y arriver sur Sud Radio pour notre table de l'été. Comment fait-on un bon cassoulet? Gérard, vous êtes le fabricant de cassoulet pour la maison Audary. Oui, maison Escudier, mais c'est pareil. Ah, c'est maison Escudier, ok. Oui, mais aussi. Mais, non, mais pour faire d'abord, il faut d'abord avoir quand même des éléments, des ingrédients de qualité. Je dirais des ingrédients frais. Donc, le cassoulet, donc c'est essentiellement à base de porc, puisqu'il y avait une saucisse de Toulouse. Vous avez, il y a quand même Toulouse dans le coin, hein. Ah oui, mais parce que oui, effectivement, parce que il faut savoir que la saucisse de Toulouse est normée. Il y a une norme, et pour faire, effectivement, c'est quand même une saucisse de qualité, où il y a peu de gras, de choses comme ça. Et donc nous on s'appuie sur cette saucisse-là, mais qui est ici, si vous voulez. Voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle saucisse de Toulouse. D'accord. Et donc après vous avez donc du porc, morceau de porc, vous avez des couennes obligatoirement. Voilà, c'est ce qui va donner du liant au jus. Il faut savoir qu'on a relancé il y a une trentaine d'années la culture de haricots dans le Lauragais, et notamment autour de Castelnaudary, et il y a peu on a obtenu l'obtention de VGP du haricot de Castelnaudary. Voilà. Donc nous on travaille effectivement ces haricots, donc qui sont des haricots quand même qui sont de meilleure qualité parce que c'est les haricots frais de la récolte de l'année. Là vous voyez on va être en pleine récolte à partir de septembre sur le haricot. Et après le canard, alors, nous effectivement on travaille, on peut mettre du manchon, on peut mettre de la cuisse, nous on travaille que de la cuisse de canard. Donc le canard c'est pareil, ça vient du Gers, des Landes. Donc on est quand même sur des produits très régionaux. Voilà, donc circuit court, choses comme ça. Et après, effectivement, la cassole, qui elle a donné le nom au plat. Parce que cassole, le cassoulet vient du mot cassole, qui est effectivement aussi, nous avons des potiers, et effectivement, il y a un potier qui est très renommé, et qui continue à faire des cassoles pour qu'on puisse, nous, faire du cassoulet. Oui, c'est un peu comme le tagine. Voilà, c'est un peu comme le tagine qui tire son nom du plat du tagine. Je voudrais qu'on revienne avec Stéphane Berger-Auroux. Restez avec nous, Gérard. Là, parce qu'il nous reste 1 minute 30 à peu près, c'est cette grande fête du cassoulet. Du coup, c'est pas tout à fait le même cassoulet qui est servi dans tous les restaurants, ou si on a quand même une trace commune où les chefs peuvent aussi un petit peu, comme pas inventer, mais innover. Vous allez retrouver essentiellement quand même les ingrédients que je vous ai nommés. Et ensuite, alors après, vous pouvez avoir des différences au niveau du jus, au niveau saucisses, choses comme ça. Mais effectivement, on a quand même une tradition où on fait tout le conducteur, surtout les cassoulets qui vont être servis à la tête du cassoulet. Ça, c'est normal. Voilà. On vous perd un peu. On va pas y mettre du riz si vous voulez. Non, c'est pas possible ça. Temps de cuisson si je veux le faire à la maison, si j'achète une cassole et tout. Ah ben ça dépend du nombre de parts, puisque plus elle va trop, il va falloir la mettre longtemps au four. Donc nous on considère à 160 degrés et 20 minutes par part. Ok, donc, vous voyez, super. si vous prenez un 10 parts, vous allez être presque sur 3 heures. Eh ben merci beaucoup Gérard de nous avoir donné un peu la recette du cassoulet. Je veux bien que vous me repassiez Stéphane, qui est coprésident de la fête du cassoulet, qui donc débute aujourd'hui à Castelnaudary, la capitale mondiale du cassoulet. Vous avez vu, je me mets bien, parce que moi je veux... Coprésident de cette fête du cassoulet qui va durer jusqu'au 24 août. Tout le monde. Pourquoi au mois d'août? Parce qu'il fait chaud. Ça va être dur de manger un cassoulet au mois d'août, non? Ça va?
Non, le cassoulet se mange aussi bien l'hiver que l'été, mais l'été principalement avec la fête du cassoulet. Hein. Oui. Voilà, il faut savoir que c'est une fête où on va réunir à peu près 30 à 40 000 personnes qui vont venir déguster du cassoulet à Castelnaudary pendant ces 5 jours, voilà, et puis qu'il fasse chaud ou froid. Bon, c'est quand même mieux qu'on ait un peu de temps qu'il soit avec nous, qu'il fasse bon, et qu'on puisse le déguster dans tous les restaurants et puis tous les endroits où on peut manger du cassoulet à Castelnaudary lors de la fête. Vive le cassoulet! C'était donc en direct notre table de l'été de la fête du cassoulet à Castelnaudary, et nous étions en compagnie de Stéphane Bergeroux, coprésident de la fête du cassoulet. On vous embrasse et on vous souhaite une super fête du cassoulet, Stéphane, et merci aussi à Gérard Sema, conserveur et fabricant de cassoulet, de nous avoir donné sur la maison Escudier sa recette du cassoulet. Bref, allez, bon appétit, maintenant ça tombe, j'ai faim. Voilà, allez, à tout de suite, on revient avec l'info de midi. Sud Radio sur les routes de l'été. Laurence Perrault. Je suis ravie de vous retrouver également pour ce rendez-vous des routes de l'été. On poursuit notre voyage ensemble avec Sud Radio bien sûr, et dans un instant nous allons ouvrir notre dossier de l'été avec ce grand moment de solidarité, la journée des oubliés des vacances, organisée par le Secours populaire qui offre à des milliers d'enfants venus de plusieurs pays une parenthèse magique au cœur de Paris. Puis place au sentier de l'été avec une très très jolie balade dans le Berry à la découverte de la vallée de la Creuse, pleine de charme entre patrimoine et douceur de vivre. Et enfin, pour bien terminer cette heure de route de l'été, cap sur une nouvelle destination où nous retrouverons bien sûr notre ami Rémi André qui nous emmènera en promenade. Sud Radio. Le dossier de l'été. Et dans le dossier de l'été, aujourd'hui, on va parler de ceux qu'on oublie parfois, ces enfants qui ne partent pas en vacances. Vous le savez peut-être, chaque année en France, près d'un enfant sur 3 reste chez lui quand d'autres découvrent la mer, la montagne ou les grands-parents, par exemple. Le 20 août prochain, le Champ de Mars à Paris va résonner de rire et de jeux avec la journée mondiale des oubliés de vacances organisée par le Secours populaire qui en plus fête ses 80 ans. Théo Ampillac, chaque été, ce sont des milliers d'enfants qui ne partent pas en vacances faute de moyens. Pour eux, ce Secours populaire organise ce rendez-vous essentiel, une bouffée d'air de liberté loin du quotidien. Oui, rire, cris de joie et sac à dos plein d'enthousiasme. Ce matin à l'aube, plus de 40 000 enfants des 4 coins de l'Hexagone ont pris le départ pour une journée pas comme les autres. Direction Paris, au programme visite des hauts lieux culturels, historiques et sportifs de la capitale. Une escapade rendue possible grâce au Secours populaire qui, depuis plus de 40 ans, organise cette journée des oubliés des vacances. Pour ces enfants issus de familles modestes, c'est souvent la seule sortie estivale, un moment d'évasion qu'ils n'oublieront pas. Les bénévoles, eux, sont déjà sur le pied de guerre pour leur offrir plus que des loisirs, un moment inoubliable, car ces enfants aussi ont le droit à des vacances et à des souvenirs heureux. Un geste solidaire, une journée symbolique qui rappelle que malheureusement, les vacances sont encore un luxe pour beaucoup trop d'enfants en France. Eh bien, merci en tout cas d'être avec nous. On va accueillir tout de suite Corinne Makowski, qui est directrice générale adjointe du Secours populaire. Bonjour Corinne. Bonjour. Et puis nous aurons aussi dans le courant de notre émission Louis Darras, qui est référent de la commission jeune du Secours populaire de l'Hérault. Et je vais évidemment ouvrir le standard avec toujours Manu qui vous accueille au 0826 300 300. Si vous-même, dans votre commune, auprès d'associations, vous venez en aide à ceux qui ne peuvent pas partir en vacances, qui organisez des vacances pour les enfants, qui peut-être même les accueillez chez vous, n'hésitez pas à nous rejoindre au 0826 300 300. Corinne, évidemment, alors déjà, bon anniversaire au Secours populaire qui fête ses 80 ans. Oui, merci. Et puis, voilà, c'est une belle expérience, 80 ans d'activité de solidarité en France, mais aussi dans le champ international. En tout cas, merci. On va parler de cette journée d'aujourd'hui, cette journée de ouf, voilà, pour les enfants. Aujourd'hui, c'est combien d'enfants? Vous avez 40 000 enfants de France, 4 000 venus de 49 pays. Oui, tout à fait. Et on n'oublie pas non plus des enfants qui viennent des territoires ultramarins. Voilà, tous les continents sont représentés, toutes les régions de France. Donc c'est un moment extraordinaire quand les enfants ont commencé à vivre dès ce matin. Vous le disiez, par la visite de sites culturels, institutionnels, sportifs, en mémoire aux Jeux Olympiques. Et puis là, maintenant, nous sommes tous sur le Champ de Mars, dans une bonne ambiance, sans pluie.
Et voilà, tout se présente très bien. Oui, parce qu'il y a un grand pique-nique collectif sur le Champ de Mars. Ça devient un vrai moment de fraternité, parce qu'au-delà de cette journée culturelle, c'est surtout aussi cela, c'est-à-dire les rencontres, les souvenirs. Tout à fait, les rencontres interculturelles entre les enfants de différentes régions de France, le fait que des artistes, des champions olympiques, paralympiques soient présents avec les enfants auprès d'eux, et on aura aussi une très très belle surprise tout à l'heure à 15h. Voilà, tout ça honore et ça met du peps à cette journée, et c'est vraiment pour les enfants. C'est un espace privatisé pour les enfants avec le Secours populaire, et il y a énormément d'animations, d'initiations à des découvertes sportives, à des pratiques artistiques, parce que l'espace est transformé en 3-4 lieux autour de la mer, des activités liées à la montagne, au camping et au pays des rêves. C'est important tout ça, parce que le pays des rêves, ce sont des enfants qui n'ont pas l'occasion de partir, donc c'est-à-dire que pendant leurs 2 mois, peut-être pour certains auront-ils la chance d'aller en centre aéré, d'autres pas du tout. Et psychologiquement, pour les enfants, on n'en a peut-être pas la teneur, mais c'est extrêmement lourd de ne pas partir en vacances, aussi parce que ils n'ont pas de souvenirs, ils n'ont pas de rencontres et ils n'ont rien à raconter. Tout à fait, c'est ce sentiment d'être toujours privé de tout, d'exclusion par rapport aux petits copains, aux petites copines, et c'est contre cette injustice, en tout cas, qu'on organise ce type de journée. C'est mettre un peu le focus, sensibiliser encore plus de personnes au fait de cette réalité, et que pour le bien-être mental au niveau physique, c'est tout à fait important. D'ailleurs, nous avons le label santé mentale, qui est la grande cause nationale cette année, et on sait que quand les enfants rentrent de cette journée, alors là, ils ont plein de souvenirs, plein de choses à raconter. Les parents souvent nous disent, mais on reconnaît pas notre enfant qui était plutôt timide. Là, voilà, c'est ça qui est le plus important, et c'est la suite aussi qu'on peut donner, puisque le Secours populaire, dans son organisation, a un mouvement d'enfants, des enfants bénévoles qui sont des enfants copains du monde, et ces enfants, ces 40 000 enfants qui sont venus, qui ne connaissent pas encore les copains du monde, ont été sensibilisés dans les bus ce matin, dans les trains qui les ont amenés sur Paris, et l'objectif aussi, c'est de les sensibiliser à la solidarité, et qu'ils soient dans une démarche, d'ailleurs, qui a été lancée par les enfants copains du monde du Secours populaire, de collecter des moyens financiers pour soutenir des programmes d'accès à l'eau. Ah, comment ça fonctionne ? Eh bien, il y a des stands qui sont ici, et les enfants se retrouvent et imaginent des idées d'initiatives très très simples à organiser, soit de confectionner des objets, de pouvoir les proposer à la vente, de collecter aussi au tronc. Les enfants adorent ça, des fois avec des musiciens, vous voyez, un peu dans une ambiance festive. Et voilà, c'est comme on dit, les petits ruisseaux font les grandes rivières, mais c'est aussi l'apprentissage de l'engagement. Et surtout, l'important, c'est que derrière, il y a le Secours populaire en tant qu'association qui les accompagne, mais aussi ceux qui viennent de l'étranger sont aussi au sein d'associations, et ils peuvent prolonger leur activité avec eux. On parlait de ceux qui arrivaient des territoires ultramarins, évidemment la France aussi, et ceux qui viennent de 49 pays. Comment vous travaillez ? C'est le Secours populaire qui est présent dans ces pays-là, ou vous êtes en collaboration, en partenariat avec d'autres associations ? Comment vous voyez, enfin, j'aime pas le mot sélectionner, pardon, il est mal choisi, mais je pense que vous voyez l'idée. Comment ça fonctionne ? Alors on a comme ça des actions dans 80 pays, mais vous l'avez dit, on s'appuie sur des organisations qui existent dans ces différents pays. Et donc évidemment, tout au long de l'année, on essaye de construire des échanges, des relations en faveur des enfants, des jeunes, mais aussi des programmes de développement durable, et parfois des réactions à des situations d'urgence. Il y a des enfants de Mayotte qui ont été victimes du cyclone Chido, aussi des enfants en situation de handicap qui ont subi aussi les inondations à Valence l'année dernière en Espagne.
Donc, vous voyez, c'est ce type de solidarité. Et donc, les enfants qui sont présents, qui viennent à travers ces associations, ils sont aussi en lien, ou leurs parents sont en lien avec ces associations parce qu'ils ont été soutenus. Voilà. Et après, évidemment, faut faire des choix, hein, vous le disiez. Mais l'important, c'est un peu c'est comme des leaders, c'est-à-dire des ambassadeurs quand ils vont rentrer là où ils vivent ou dans leur pays. Évidemment, ils vont essayer d'entraîner d'autres, de raconter et de développer aussi des choses à leur échelle là où ils vivent. La journée des oubliés des vacances, hein, puisque c'est aujourd'hui qu'elle se déroule sur le Champ de Mars par le Secours populaire, a été créée en 1979. Et ce combat reste toujours essentiel aujourd'hui. Les choses n'avancent pas dans le bon sens. Corinne Makowski, vous qui êtes directrice générale adjointe du Secours populaire. Alors malheureusement, les chiffres sur les non-départs en vacances, nous étions à 1 enfant sur 4 il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est 1 sur 3. Donc on voit que la situation ne va pas en s'améliorant. C'est ce qu'on constate tous les jours. Et voilà, la solidarité permet d'être dans une dynamique positive, de rassembler des gens, de fédérer et de se dire on fait ensemble. Et on fait d'ailleurs avec les personnes qui partent en vacances. Hein. C'est ensemble qu'on essaye de construire quelque chose, d'être aussi dans l'éducation populaire. Et c'est un environnement, oui, qui se précarise, mais aussi une dynamique autour de l'engagement, du bénévolat qu'on constate qui est très important, et du soutien aussi de donateurs et de partenaires. C'est-à-dire qu'il y en a plus aujourd'hui ? Il y a plus de bénévoles ? Oui. Oui, alors, vous voyez, rien que sur l'organisation de cette journée, on a eu 3000 nouvelles personnes qui sont venues nous rejoindre. On va passer la barre des 100 000 collecteurs bénévoles au Secours populaire grâce à cette journée. En tout cas, nous, c'est le constat qu'on fait. Hein. Il y a beaucoup de générosité, de volonté d'agir et de s'engager. C'est pas simplement venir donner un coup de main dans des locaux, c'est même sur son lieu de travail ou d'études qu'on peut organiser des choses. Et moi, je crois que la clim est un peu forte dans le studio. Ce que vous appelez les collecteurs bénévoles, on va prendre Louis Darras juste après la pause, qui reste bien avec nous. Et puis nous avons William aussi de Brive-la-Gaillarde au standard au 0826 300 300. Mais ce que vous venez de me dire m'interpelle plutôt dans le bon sens, c'est qu'on a l'impression, effectivement, on nous le rabâche. Et c'est une vérité. Les gens ont de moins en moins de moyens, les gens épargnent de plus en plus, il y a l'inflation, il y a moins de dépenses, etc. Et vous êtes en train de me dire, et ça me fait chaud au cœur, qu'il y a de plus en plus de bénévoles, il y a de plus en plus de collecteurs bénévoles, voire même les dons. Les dons continuent, ne baissent pas non plus chez vous ? Oui, mais au niveau du Secours populaire, le constat que nous faisons, et c'est les chiffres qui parlent, c'est qu'il n'y a pas une croissance fulgurante, mais en tout cas, elle est constante et en augmentation. Alors, c'est vrai aussi qu'il y a des personnes qui sont plus en difficulté et qui baissent leurs dons. Ils nous le disent parce que ils aident leur famille souvent à proximité, mais en tout cas, même les petits dons, les gens participent à l'effort, même les personnes qu'on aide au Secours populaire participent à cet effort, même symboliquement. En tout cas, c'est quelque chose d'important ce que vous faites. Alors, ce que je vous propose, c'est dans quelques instants, on revient sur cette journée des oubliés, cette grande fête pour les enfants organisée par le Secours populaire. J'ai beaucoup d'autres questions à vous poser. Puis on accueillera bien sûr Louis Darras, qui est référent de la commission jeune du Secours populaire de l'Hérault, comment il travaille du côté de l'Occitanie et en particulier dans l'Hérault. Et puis William, qui veut vous dire quelque chose. Donc on va l'accueillir au 0826 300 300. Vous aussi, vous voulez réagir? Est-ce que vous aussi, vous êtes tout simplement bénévole dans une association? Est-ce que c'est important pour vous de donner de votre temps, si ce n'est de donner de l'argent, mais d'être là? Et puis je vous demanderai ce que c'est le collecteur bénévole. Ce sera donc dans quelques instants. Corinne Makowski, directrice générale adjointe du Secours populaire. Nous sommes sur Sud Radio, on y est bien, donc j'ai une proposition honnête à vous faire. Restons-y. Sud Radio, le dossier de l'été. Et nous parlons de cette journée de ouf, comme il l'appelle, la journée des oubliés des vacances avec le Secours populaire. C'est aujourd'hui et on fête également les 80 ans du Secours populaire. Alors évidemment, le Secours populaire actionne régulièrement, mais chaque été, des milliers d'enfants ne partent pas en vacances faute de moyens. Pour eux, le Secours populaire organise un rendez-vous essentiel, la journée des oubliés, une bouffée d'air et de liberté. Pardon, c'est pas celle-ci, je me suis trompée, à 2 feuilles, c'est voilà, ça commence bien. Si aujourd'hui nous parlons de la journée de ouf du Secours populaire, d'autres possibilités pour
pour partir en vacances existent. Mais alors, vers qui ou quelle structure les familles doivent-elles se tourner pour vivre une parenthèse dépaysante, Johan Trichot? Pouvoir partir en vacances sans trop de moyens, c'est possible. La CAF ou la MSA peut vous accorder une aide financière pour réduire vos frais. On parle alors d'aide aux vacances enfants, AVE, et d'aide aux vacances famille, AVF. Pour votre enfant, il s'agit d'un séjour linguistique, sportif, artistique ou culturel. Les conditions sont bien sûr à respecter, mais pas de démarche à faire. Si vous êtes éligible, vous avez dû recevoir un courrier postal ou électronique en début d'année. Et en fonction de la structure dont vous dépendez, du type d'aide et de votre quotient familial, la prise en charge va de 40 à 75%. Parmi les autres aides, il existe aussi la bourse solidarité vacances. Des séjours et des loisirs solidaires vous sont proposés avec un rabais jusqu'à 70%. Chaque année, c'est près de 5 millions d'enfants qui ne partent pas en vacances. 2 millions d'entre eux ne quittent pas leur domicile, même pour une nuit. L'association Vacances et Familles propose par exemple à ses bénéficiaires d'être logés dans un camping de la Sarthe. Ils peuvent ainsi profiter d'un mobil-home, d'animation et d'un accompagnement de proximité. N'hésitez pas donc à vous rapprocher des collectivités territoriales et d'associations proches de chez vous. Une bonne surprise vous attend peut-être. Et si c'est trop tard pour cette année, pensez-y l'année prochaine. Et Johan Trichot, l'un de mes jeunes assistants, tout juste encore à l'école de journalisme, pour son premier micro sur Sud Radio. Bravo, jeune homme. On va revenir sur cette situation, évidemment. Merci, vous avez vu, Johan a donné d'autres possibilités pour partir en vacances avec les enfants et pour les enfants. Corinne Malkowski, directrice générale adjointe du Secours Populaire. On reste avec vous, bien sûr, pour parler de cette journée des oubliés. Je voudrais accueillir Louis Darras, qui est référent de la commission jeune du Secours Populaire de l'Hérault. Bonjour, Louis. Bonjour à vous. Comment allez-vous ? Très bien, très bien. Écoutez, une journée magnifique au sein du Champ de Mars. On est très très heureux d'être là. Les enfants de l'Hérault et de l'Occitanie plus généralement sont ravis d'être là. Ils ont les yeux écarquillés. Pour la plupart, c'est la première fois qu'ils viennent dans la capitale. Ils ont la chance d'avoir la Tour Eiffel en face d'eux. Donc je peux vous dire que c'est vraiment une journée exceptionnelle. Et concrètement, comment vous avez organisé cette journée ? Comment vous avez organisé en amont de la journée pour amener tous les enfants du côté de l'Hérault ? Comment vous avez travaillé ? Alors c'est simple, on est bien sûr tout le temps en coordination avec l'équipe du National qui chapeaute cet événement, et puis nous, fédération, et notamment en Occitanie et plus particulièrement dans l'Hérault, eh bien nous sommes là pour inscrire les enfants au sein de notre fédération, au sein de nos comités, de nos antennes qui sont implantées un peu partout dans le département. Et je peux vous dire que lorsqu'on a appris aux familles que cette JOV se tenait à Paris, elles étaient bien sûr très exaltées parce que c'est la capitale, parce que c'est Paris, parce que c'est aussi les JO qui se sont tenus l'année dernière, et donc on les a inscrits, il y avait plus beaucoup de place, ils ont sauté sur les inscriptions, et puis voilà, c'est très simple. On a dans l'Hérault 209 enfants inscrits et 55 accompagnateurs. Et quel âge, la moyenne, de quel âge à quel âge ont les enfants ? Alors c'est entre 6 et 13 ans, et puis bien sûr s'il y a des frères et sœurs ça peut monter jusqu'à 14. Et vous parlez d'accompagnateurs, c'est-à-dire qu'il y a des parents qui viennent, il y a des... Alors non, c'est des bénévoles qui sont là, des bénévoles du secours qui viennent de tout le département, qui connaissent bien sûr les enfants, donc les familles sont en totale confiance. On leur envoie bien sûr des messages, on leur envoie des photos pour leur tenir informés du déroulement de la journée. Donc voilà, ce sont vraiment des bénévoles qui sont dévoués et qui ont l'habitude de ces JOV. Louis Darras, comment vous travaillez dans l'Hérault tout au long de l'année, puisque vous êtes référent de la commission jeune du Secours Populaire de l'Hérault ? Tout à fait. Alors nous c'est simple, commission jeune, on est là pour impulser des actions, des événements comme les ciné plein air, comme des lotos, comme des défilés, et puis bien sûr surtout des distributions alimentaires au sein des universités. À Montpellier, on est quand même une grande ville étudiante, et qui dit ville étudiante dit aussi un taux de précarité important, puisque vous le savez, la précarité étudiante atteint des sommets, et donc nous essayons tant bien que mal de répondre aux besoins des étudiants et puis aussi aux jeunes travailleurs qui se trouvent parfois dans de grandes difficultés. Et donc nous, jeunes de l'Hérault, avec bien sûr l'ensemble des bénévoles, parce que bien sûr nous travaillons ensemble, nous co-construisons ensemble ce mouvement, et bien nous allons voir les familles, nous créons des événements, nous sensibilisons au secours populaire et puis à cette question de précarité qui bien sûr est de plus en plus d'actualité. On va revenir évidemment vers vous, Louis Darras, référent de la commission jeune du Secours Populaire de l'Hérault. Bien sûr, Corinne Malkowski, directrice générale adjointe du Secours Populaire, pour parler de cette journée des oubliés. Mais je voudrais que l'on accueille William, qui est au 0826 300 300. Manu vous a accueilli au standard. Bonjour William.
Oui, bonjour. Vous êtes à Brive-la-Gaillarde, hein, c'est ça? Voilà, exactement. Et vous vouliez donner enfin, je sais pas, je vous laisse faire parce que ce que vous avez à dire, c'est juste à vous de le dire. Ouais, non, je trouvais ça extrêmement intéressant, encourageant de voir que là on nous parle beaucoup d'égoïsme et de voir que le nombre de bénévoles et de personnes qui souhaitent s'investir augmente, et on voit aussi que le nombre d'associations augmente et que chaque association a de plus en plus de bénévoles. Donc le message est extrêmement positif. Et chose qui m'intéresserait de savoir, c'est justement par rapport à ces personnes qui interviennent aux bénévoles, alors qu'ils soient donateurs de produits, de matières ou simplement de leur temps, ce qui est déjà énorme. Est-ce qu'on retrouve majoritairement on est plutôt sur les jeunes, plutôt sur des personnes qui ont déjà été aidées étant jeunes et qui reviennent aider? Est-ce qu'on trouve une typologie assez large finalement de bénévoles? Alors, on va tout de suite demander à Corinne Makowski, qui est avec nous, directrice générale adjointe du Secours populaire. Alors, globalement, au niveau national, dans des statistiques récentes qui sont sorties, il y a un fléchissement qui se met en place, c'est-à-dire qu'auparavant, c'était beaucoup plus des personnes qui, au moment de la retraite, donnaient du temps, donc qui s'investissaient beaucoup dans les associations. Bon, c'est toujours le cas. Mais le fléchissement qui s'opère actuellement, c'est que la courbe elle commence à s'inverser et on voit beaucoup plus de jeunes qui s'engagent dans différentes associations. Ça, c'est les statistiques officielles. Nous, pour le Secours populaire, sur le terrain, c'est aussi ce constat, mais en tout cas, la jeune génération est très active et présente et c'est très encourageant. Et je pense que ça fait vraiment sens pour les enfants et les jeunes. En tout cas, dès qu'on propose quelque chose, ils sont présents, ils sont contents de le faire. Moi, je dis toujours, la solidarité, c'est pas triste. Hein, c'est vraiment, on fait du bien et voilà, c'est ça qui est important. Mais enfin, voilà, la porte est vraiment ouverte à toute personne qui a envie de donner du temps. Des compétences, des connaissances, voilà, très important. On a besoin de tout le monde. Exactement. Merci beaucoup, William, de votre intervention. Oui, belle journée. Merci à vous aussi. Merci, William. Belle journée. On parle de cette journée avec vous, Corinne Makowski, directrice générale adjointe du Secours populaire. On vient de l'évoquer de nouveau grâce à William, c'est que vous sentez bien que la solidarité remonte, que les gens redonnent plus d'argent, qu'il y a beaucoup plus de bénévoles qui s'impliquent dans vos mouvements. Cette journée, en tout cas, c'est aussi un temps d'éducation, de droits de l'enfant, l'environnement, la solidarité, pardon. Comment vous arrivez à allier cette fête et tout ce qui est conscience citoyenne? Oui, vous avez raison d'en parler. C'est vraiment le sens qu'on donne à cette journée. C'est pas simplement créer un événement pour un événement. C'est sensibiliser évidemment à la situation des enfants en particulier et sur les vacances. Mais c'est aussi profiter de ce moment avec la place aussi de ces enfants qui viennent de l'étranger, de rappeler que la solidarité internationale, elle a du sens et elle est dans les deux sens. Hein. C'est pas simplement nous qui allons soutenir, apporter, mais c'est aussi comment on s'enrichit de l'expérience d'autres qui sont avec nous et qui ont aussi un savoir-faire et des connaissances. Et puis, il y a de nombreux stands qui sensibilisent aux questions de l'environnement, aux questions des droits de l'enfant, au fait de l'engagement, de la solidarité. C'est vraiment le sens de cette journée. Le fait qu'un enfant sur 3 soit privé de vacances, la question de la dimension internationale, et puis s'engager sur des projets d'accès à l'eau. En tout cas, c'est ce qu'on espère et on a travaillé dans ce sens-là. Voilà, vous parliez de citoyenneté solidaire, c'est tout à fait important. C'est l'objet même du Secours populaire. Et on va revenir sur cette journée pour conclure avec vous, évidemment. 49 pays, 40 000 enfants venant de France, 4 000 venus de 49 pays. Il y a au total sur cette journée 160 animations. Le sport, d'ailleurs, aura une place forte. 26 disciplines olympiques et paralympiques organisées aujourd'hui. Le grand pique-nique, bien évidemment. Les enfants bénévoles du mouvement Copains du Monde qui participent également à l'organisation. Quel souvenir espérez-vous que chaque enfant gardera de cette journée? Et quel message, d'ailleurs, vous avez envie d'envoyer aux adultes et aux décideurs de notre société?
Ah ben c'est qu'on est malgré tout ce qui se passe pas bien, tout ce qu'on entend en ce moment, des guerres, des catastrophes, des aléas climatiques et tout ça, et de l'avenir qui est peu morose. En tout cas, voilà, c'est une belle lueur d'espoir, et qu'en tout cas la solidarité, c'est quelque chose qui ne s'éteint pas, au contraire, qui va se développer. Et puis l'amitié entre les enfants du monde, la notion de fraternité, voilà, on y croit, et en tout cas on le vit. Donc il faut absolument qu'on continue dans ce sens-là, et surtout remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite, qui se sont investis, qui ont apporté leur soutien, leur concours. On a aussi de nombreux artistes, de nombreux champions médaillés olympiques, paralympiques, et des belles surprises qu'on ne vous a pas encore dévoilées. Mais alors, on peut en parler ou pas pour du tout? les enfants. Mais ils écoutent la radio, s'ils écoutent on peut peut-être en parler des surprises. Allez. Voilà, je crois qu'on est sous embargo pour dévoiler quelques artistes. Non. Mais je crois que ça a été lâché dans la presse qu'on aura le passage de la Patrouille de France. Ah, ça c'est chouette. Il y aura aussi ce grand concert. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous. Merci à vous d'avoir été avec nous. Corinne Makowski, directrice générale adjointe du Secours populaire. Elle nous fait du bien ce matin de nous dire que la solidarité est toujours de mise, et que de plus en plus, ça c'est cool. C'est vrai que ça donne du sens aussi à nos existences. Et Louis Darras, qui était le référent de la commission jeune du Secours populaire de l'Hérault, qui était en direct du Champ de Mars aujourd'hui. Allez, on va changer de lieu carrément, et je vous emmène sur l'un de mes derniers coups de cœur dans les sentiers de l'été. C'est le week-end dernier, j'ai découvert la vallée de la Creuse. Waouh, j'ai pris une claque. On la partage ensemble sur Sud Radio dans quelques minutes. Sud Radio sur les routes de l'été. Laurence Perrault. Et je vous emmène dans une vallée encore trop méconnue à mon goût des touristes. Oui, parce qu'en même temps, c'est pas mal qu'il n'y ait pas si tant de monde que ça. La vallée de la Creuse, avec des paysages romantiques, des villages pittoresques, une ville pleine de charme, surnommée la Venise du Berry, qui s'appelle Argenton-sur-Creuse. Alors, pour en parler de ce coup de cœur que j'ai le week-end dernier, que j'avais envie de partager avec vous, je vais accueillir Léa Désiré, qui est guide conférencière de l'Office du tourisme La Vallée de la Creuse. Bonjour Léa. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Vous êtes situé à Argenton-sur-Creuse, vous ? Oui, c'est ça. Alors, je vais pas le dire 15 fois, mais je vais le dire au moins 25 fois. J'ai eu un coup de cœur. Voilà, le week-end dernier, une de mes amies qui a acheté une toute petite maison de campagne là-bas me dit, mais viens entre deux émissions découvrir cette vallée de la Creuse que j'aime tant. Et elle m'a fait visiter plein de petits coins trop jolis. Déjà, la vallée de la Creuse, on va la resituer, si vous le voulez bien. On est au sud de Châteauroux. On est du côté d'Argenton-sur-Creuse. C'est ça, tout à fait. On est au sud du département de l'Indre. Et alors concrètement, on peut y passer des vacances très nature, très belles, historiques, beaucoup de patrimoine. Oui, tout à fait. Histoire, patrimoine, mais aussi nature. On a beaucoup de randonnées par chez nous qui longent la rivière. Parlez-moi un petit peu, décrivez-moi cette vallée, ces paysages, son atmosphère. Je pense que c'est indescriptible. Il faut venir pour vraiment découvrir la vallée. On a plein de paysages différents. Si on reste sur Argenton, on a donc effectivement ces maisons qui sont caractéristiques de la ville, donc plein de maisons colorées. Mais si on descend un peu plus vers Gargilès ou Aiguzon, on est plus près de la nature. On est vraiment au cœur de la vallée de la Creuse, de la vallée des peintres, qui a été peint par les peintres impressionnistes. Vous pouvez nous en parler, puisqu'ils ont vraiment marqué aussi l'histoire de la vallée, et ils en ont fait bien sûr le patrimoine également. Oui, alors je suis pas spécialiste du sujet, donc je vais en évoquer quelques-uns, mais on a notamment Monet qui est venu à Crozant, au sud d'Aiguzon, qui a peint les ruines, et c'est notamment grâce à Georges Sand qu'ils sont venus par ici, parce qu'elle avait une maison à Gargilès, et c'est elle qui a impulsé tout ce mouvement. Gargilès, qui est un des plus beaux villages de France que j'ai eu la chance de découvrir, et je vais remercier Valérie qui m'a emmenée à la découverte de son pays natal. Gargilès, c'est entre autres d'abord un très joli village, un village d'art et d'artisans, et c'est aussi une église incroyable du XIIIe siècle, sous laquelle, dans la crypte, on va découvrir un véritable trésor de l'humanité. Oui, tout à fait. Les fresques de l'église datent de la même époque, donc 12e, 13e siècle, et elles ont été découvertes assez récemment, dans les années 60, et elles sont pour la plupart encore en très bon état. Donc c'est vraiment magnifique. Il faut vraiment ne pas hésiter à aller les découvrir, puisque malheureusement le temps, maintenant qu'on les a libérés de leur protection
qui avait été mise sur elle année après année depuis le 13e, on a un peu la sensation qu'elles vieillissent beaucoup plus vite qu'avant. Exactement. Celles qui sont le mieux conservées, ce sont celles de la chapelle centrale dans la crypte. Mais à part ces fresques, on a des peintures du 15e qui, elles, sont très abîmées par le temps, entre l'humidité, la luminosité, la respiration des gens qui viennent visiter. Ça peut beaucoup altérer les peintures. Parlons de George Sand un petit peu avant de parler aussi, entre autres, puisqu'on va quitter Gargilès, mais qu'elle avait aussi une maison à Gargilès. Oui, c'était sa maison secondaire. Son domaine était à Nohant, à environ 45 minutes d'Argenton, mais son dernier amoureux, Alexandre Manceau, lui a offert un 2 pièces à Gargilès et il profitait de cette maison pour s'évader de la vie mondaine et profiter un petit peu de la nature. Il y a aussi des potiers, ou tout du moins un potier célèbre qui a fait vivre Gargilès, la maison Baudat, non ? Oui, tout à fait. C'est Fernand Baudat qui a été maire pendant plusieurs dizaines d'années de Gargilès, qui a donné ce côté, qui a impulsé plutôt l'artisanat d'art sur Gargilès. Sa famille est toujours propriétaire d'une poterie qui est ouverte aujourd'hui. Et puis, l'un de ses fils, il me semble, et Guy Baudat, sculpteur qui est installé à proximité de Gargilès au château de Châteaubrun. Et voilà, et puis il y a même la maison Baudat, enfin l'un des oncles ou des neveux, pardon, qui est dans le village pendant l'été. Je vous invite à aller découvrir ce joli village. On va continuer à se promener sur la Creuse. D'ailleurs, on va faire une parenthèse, la rivière La Creuse, dans laquelle on peut se baigner. Oui. Ça, c'est cadeau, parce que les baigner en 2025 dans une rivière qui est hyper nickel, l'eau est claire, c'est un vrai bonheur. On sent que les gens sont heureux d'être là. Et il y a la flamme olympique qui est passée pas très loin d'ailleurs. Oui, l'année dernière, c'était en mai 2024. Elle est passée à la plage de Montcocu. Vous avez bien entendu, Montcocu. Oui, c'est très mignon. Le nom fait sourire. Et c'est très mignon, il y a un camping, il y a une grande plage aussi, très sympa. Enfin, c'est vraiment un endroit sympa. Oui, et donc du coup, vous avez construit une passerelle particulière. C'est ça, la passerelle himalayenne qui a été inaugurée, je crois, 2 mois avant le passage de la flamme. Et donc, elle permet de relier les deux rives, celle de la plage de Montcocu à la rive de Châteaubrun qui est en face. Alors vous l'avez dit, c'est une terre de randonnée également, et la randonneuse que je suis s'est promis de revenir parce qu'on va pouvoir faire des randonnées absolument sublimes. D'ailleurs, une partie du chemin de Compostelle au départ de Vézelay passe par votre région. On va s'arrêter à ce qu'on appelle la Venise du Berry, c'est Argenton-sur-Creuse. Oui, tout à fait. La Venise du Berry donc vient des maisons à galeries qui sont sur la Creuse, sur la rivière. Ce sont plein de maisons colorées. Qui sont assez anciennes et qui aujourd'hui sont protégées, donc elles vont rester sur Argenton encore un moment. Quels sont les incontournables à visiter à Argenton-sur-Creuse d'ailleurs ? Donc on a ces maisons, on a une chapelle qui surplombe la ville. Alors la chapelle est fermée en semaine mais ouverte le week-end, et ça permet d'avoir un panorama impressionnant sur la ville, puisqu'on est à 50 mètres au-dessus de la rivière, et donc on voit toute la ville depuis ce point de vue. Il y a aussi le musée de la chemiserie. Oui, tout à fait. Il est à côté de l'office de tourisme, justement. Et ce musée parle du patrimoine industriel d'Argenton, puisqu'à une époque, il y avait énormément d'ateliers de confection de chemises masculines. Et donc, pour conserver cette histoire, ils en ont fait un musée à la demande des ouvrières et des patrons. On a évidemment beaucoup de choses à faire, des randonnées, du canoë, des visites guidées, alors partout, sur la vallée de la Creuse. Et puis on va s'arrêter déjeuner quand même, parce qu'il y a un moment, et on va pas non plus ne pas goûter les fromages de chèvre de la région. Exactement, oui. Grande gastronomie française bien évidemment, et puis là aussi une richesse au niveau de la gastronomie sur le Berry. Alors oui, sur le Berry au sens large, on a évidemment les fromages de chèvre. Les plus connus, ce sont le Valençay et le Pouligny-Saint-Pierre. Mais chez nous, on a aussi le Gargilès, qui est un fromage de chèvre local. On a évidemment le pâté berrichon, qu'on appelle aussi le pâté de Pâques, mais chez nous, on en mange toute l'année. J'ai goûté à ça, oui. Avec un œuf dur dedans, une bonne farce, Exactement. Une très jolie pâte feuilletée. Tout à fait. Je vais faire un petit clin d'œil à mon ami Didier qui m'offre un pâté berrichon tous les ans. Il y a des vignes.
Parce que moi, je peux pas parler d'un pays sans parler de vignes. Je sais qu'il y a quelques personnes qui ont recréé en fait des vignes anciennes avec des vieux cépages du coin. Oui. Historiquement, on avait des vignes dans la vallée de la Creuse, mais avec le phylloxéra, ça s'est arrêté très vite. Mais du côté de Saulmont, il y a un producteur qui a refait justement des vignes et qui arrive à produire un rosé pétillant. Qui est donc disponible à la vente dans les boutiques de produits locaux sur Argenton. Voilà, que j'ai goûté aussi. J'ai goûté à tout, moi, pendant mon week-end. Mon week-end était très intense. Mais en tout cas, merci beaucoup, Léa. Je voulais vraiment mettre cette région que je viens de découvrir, la vallée de la Creuse. Léa Désiré, vous êtes guide conférencière de l'Office du tourisme, la vallée de la Creuse. C'est un endroit qui n'est pas encore trop occupé par des milliers de touristes. Les prix, ils sont particulièrement facile, en tout cas facile, c'est pas le bon mot, mais accessible. La nature y est magnifique, les randonnées, le canoë, les campings sont à disposition, les hôtels. Voilà, n'hésitez pas, si vous ne savez pas où aller pour vos prochaines vacances, par exemple de septembre ou d'octobre, eh bien, ça sera un joli détour de France qu'on avait envie de vous proposer pour nos sentiers de l'été. Merci beaucoup, Léa. Mais de rien, avec plaisir. Et continuez de préserver cette région si jolie. À suivre dans notre rendez-vous des routes de l'été pour conclure notre émission. Nous allons continuer de suivre Rémi et ses escapades. Rémi qui est dans le Tarn. Il va nous permettre de rencontrer un homme qui lui parle des plantes de la région. Puis ce sera bien sûr le retour de l'info. Et à partir de 13h, vous avez rendez-vous avec Jacques Pessis qui dans son émission Les Clés d'une vie reçoit Patrick Sébastien. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.